À la une de l'actualité, le chef de l'État et l'équipe gouvernementale réunis à Yamoussoukro, un conseil des ministres dans la capitale politique qui met l'accent sur les secteurs sociaux. Et vous le voyez sur les images, la Côte d'Ivoire est donc au travail. Après le pont Henri Konan Bédié, un autre pont vient d'être inauguré. C'est le pont de Samatigila, les temps forts dans ce 13h. En France, le nouveau Charlie Hebdo poste attentat dans les kiosques depuis ce matin, tiré à 3 millions d'exemplaires. Le stock est déjà épuisé. Bonjour à tous. Le Conseil des ministres se tient en ce moment à Yamoussoukro et vous le voyez sur ces images. C'est le deuxième conseil de l'année 2015 et là, le chef de l'État et son gouvernement ont une fois encore affiché leur ambition pour atteindre l'émergence en 2020. Déjà, avant ce conseil, le chef de l'État a visité l'hôpital Saint-Joseph-Moscati pour constater l'état d'avancement des travaux. L'hôpital est implanté sur un terrain de 25 hectares avec des services de médecine générale, de chirurgie, de même qu'un laboratoire et un service d'imagerie. Des soins seront disponibles à des tarifs réduits. En clair, l'hôpital de la basilique de Yamoussoukro est prêt à accueillir les patients. C'est une promesse faite au Vatican par le président Félix Houphouët-Boigny, dont la première pierre a été posée il y a 22 ans et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Après le pont Henri Konan Bédié, demain l'inauguration du pont de Boisflé. Il faut dire que l'ancien pont qui sera remplacé a 57 ans. Il a subi l'épreuve du temps. Sa traversée était un véritable danger pour les usagers. Gros plan sur l'ancien pont avec Abou Sanogo. Ceci n'est plus un pont, même s'il y ressemble. Juste un assemblage de ferraille, un tablier qui a visiblement souffert sous le poids des véhicules surchargés et autres types de camions. En plus, les barres de fer qui servent de protection le long de la passerelle sont en grande partie endommagées. Sa traversée constitue un réel danger pour les usagers. Elle se fait par une voie unique et donne la priorité aux véhicules qui font leur entrée dans la ville. Aucun dépassement entre deux véhicules n'est possible. L'ouvrage qui a plus de 50 ans a subi l'épreuve du temps et de l'usage. Ça a commencé à dégrader même actuellement, c'est cassé encore. Alors on a les mille problèmes, ça casse nos lampes, ressort tout ça là. Et si la voiture provient de Dalois, tu peux dire de garer pour attendre les autres. Et souvent quand vous forcez le passage, il y a des accidents graves. Si tu es bagarre sur ta tête là, tu viens là. Dis, gros camion vient, ça balance même. Et c'est pourquoi la construction d'un nouveau pont plus moderne est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les populations de la Marawi. Nous-mêmes, on a eu des difficultés sur le pont. On a eu un camion qui a coincé une voiture au bon milieu du pont là-bas. Le pont est bienvenu. Il y avait plein d'accidents, il y avait plein de morts. Les motos font accident sur le pont. Ça ne nous arrange pas. S'il y a un nouveau pont, c'est bon. C'est un grand soulagement pour la population de Boisflé. En particulier, nous les transporteurs. Vraiment, nous remercions le président de la République et le gouvernement. Avant qu'on prenait nos vivriers, souvent, les gros camions tombaient dans le pont. Aujourd'hui, nos produits vont circuler normalement. Le nouveau pont de Boisflé, dont les travaux ont duré 2 ans, sera inauguré ce 15 janvier par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc demain que le nouveau pont de Boisflé sera inauguré après 2 ans de travaux. Mais avant l'événement, déjà ce soir, focus sur le nouveau pont avec Abou Sanogo. À Samatigila, c'est déjà fait. Le pont a été inauguré le week-end dernier par le ministre d'État, ministre du Développement et du Plan, Albert Touakeus-Mabry. Le calvaire de ces populations vient de prendre fin avec la réalisation de ce pont sur la voie non bitumée. Reportage Charles Taton. Samatigila, localité de renom de par la prospérité des membres de ces 3 grandes familles, Samassi, Soumaoro et Diaby, dans tous les secteurs d'activités économiques. Sa mosquée historique, où a séjourné Samori Touré, a également contribué à sa renommée. Mais depuis plus d'une décennie, l'on avait commencé à ranger cette célébrité dans le passé, du fait de la dégradation de sa voie non bitumée, surtout au niveau de son cours d'eau pendant la période de crue. En période de pluie, on côtoyait à partir d'Ogéné pour passer. Il y a un village vers l'aéroport, au carrefour de l'aéroport là.
pour côtoyer ce matériel-là, pour aller rattraper la route vers la route qui sort sur la voie de Cagnasso. On avait des problèmes avec notre amortisseur, des lames de ressort, tout ça là. Mais maintenant ça va bien. Un truc de 45 km là, on faisait bien 1 heure, 2 heures de temps. Hein? Non, actuellement même là, ça va un peu. Moi, je vois qu'aujourd'hui, on est vite arrivé. Difficile était aussi d'écouler les productions agricoles. 5000 tonnes de coton et d'anacarde proviennent de cette localité. C'est de dire aujourd'hui merci au président de la République pour ce bel ouvrage qu'il nous offre et qui vient nous sortir de cette situation embarrassante qui avait un impact non seulement sur la vie de nos concitoyens, mais également sur l'essor économique de notre région. Un pont sur cette piste qui relie la Côte d'Ivoire et le Mali vient de désenclaver les populations de cette partie du pays. Il favorise désormais les refréquentations de Samatikila par des touristes. L'inauguration de cet ouvrage réalisé par le PPU à hauteur de plus de 200 millions de francs CFA a permis le retour au bercail des filles et fils du département pour une communion totale. Occasion pour le maire Diaby Lanciné d'exprimer la gratitude des populations à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara. Président de la cérémonie d'inauguration, le ministre d'État, ministre du Développement et du Plan, Albert Mablitouakes, a assuré de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bonheur des populations de Côte d'Ivoire. Le pont doit être pour vous, pour les populations de Denguélé. Le trait d'union entre les différentes sous-préfectures. Vous avez obligation de donner l'exemple de réconciliation. Le ministre d'État a fait don d'un tracteur de collecte d'ordures ménagères à la commune de Samatikila. Le développement est en marche. Dans la même veine, le Conseil régional de San Pedro fait le bilan de ses activités et présente ses projets pour l'année 2015. Budget prévu, 5 milliards de francs CFA. Sam Gouna, RTI, San Pedro, commentaire, Thérèse Tapéoboué. Construction d'écoles primaires, réhabilitation de bâtiments de lycées et collèges, ainsi que la distribution de près de 1000 prises en charge pour la rentrée scolaire 2014-2015 aux élèves de familles démunies. Telles sont, entre autres, les actions du Conseil régional en direction des populations. Pour l'année 2015, le Conseil prévoit des reprofilages de pistes villageoises, l'électrification, la construction d'écoles et des centres de santé, mais aussi l'agrandissement du CHR de San Pedro et l'organisation en 2016 d'une fête du chocolat qui verra la participation de plusieurs investisseurs étrangers. Tout ceci ne peut être possible qu'avec l'aide des élus et cadres de la région, a indiqué l'invité de cette session, l'ambassadeur Edouard Kassarate, fils de la région. Il y a beaucoup de divisions, il faut le dire, entre les élus. Quel que soit des fresques à Tabou, nous avons trop de divisions. Je pense en tant que leur aîné, et comme je ne suis candidat à rien, je suis mieux placé pour les inviter à se départir de ces vilains sentiments de haine et d'opposition stérile. Un débat d'idées, on doit conclure par un acte de développement. Nous avons la chance d'avoir un homme qui est pétri déjà de développement, c'est le président Alassane. Il a fait pour le monde entier, il le fait pour son pays, nous devons l'encourager. Edouard Kassarate a invité les populations à la paix et à la réconciliation, gage d'un développement certain. Dans la sous-préfecture de Bougoussi, dans le Kabadougou, des groupements de femmes ont reçu du matériel agricole. C'est un don d'un cadre de la sous-préfecture qui vient apporter son soutien à l'autonomisation de la femme. Soro Sionfolo, Aïpe Odiene et Thérèse Tapéoboué. Ce don est composé de motopompes, des arrosoirs, des pulvérisateurs, des cartons de semences, des herbicides. Le tout évalué à 2 millions de francs CFA. Ce don a été réceptionné par la présidente des femmes de Foula, région de Bougousso. Fanta Bamba s'est dite heureuse de recevoir ce matériel. Selon le donateur, Ibrahima Bamba, son geste vise à soutenir les femmes à se prendre en charge pour sortir la sous-préfecture de la pauvreté. Il a également offert 1,5 million au groupement de femmes des 12 villages de la sous-préfecture en guise de fonds de roulement. Le sous-préfet de Bougousso
Serge Alain Nyawa a invité les parents à scolariser massivement les enfants pour donner la chance aux filles et aux fils de Bougusso d'être instruits et de pouvoir apporter leur contribution à la construction de la sous-préfecture. Il a salué l'union entre les femmes. Pour l'administrateur civil, rien ne peut se faire dans la division. Il a donc salué le donateur et invité tous les cadres à l'union pour le développement de Bougusso. Abidjan, la capitale économique, abrite la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, l'Union économique ouest-africaine. Objectif de la rencontre, permettre aux experts et aux membres de la société civile de mettre en place des mécanismes pouvant éviter les crises sociales dans les différents pays. Issa Yeo et Franck Kwadjo pour plus de détails. Comment éviter les crises sociales inhérentes au chômage et au sous-emploi des jeunesses africaines dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette préoccupation est au cœur de la tenue de la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social qui va durer 3 jours. Cette rencontre vise l'implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d'intégration de l'UEMOA à l'examen et l'appréciation de toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union en vue d'appuyer la consolidation du processus et des structures de dialogue social dans les pays membres. Je voudrais me permettre pour ma part, à la faveur de cette cérémonie, de rappeler à l'attention collective le rôle préventif que l'inclusion sociale et socio-professionnelle de nos jeunes jouera dans la stabilité de nos États. Asseoir l'administration du dialogue social sur les leviers de la prise en compte et du traitement précoce des attentes profondes de nos populations nous aidera à construire un environnement propice au développement et à la compétitivité de nos économies. Ernest Diagoun Afouda, président sortant du Conseil du travail et du dialogue social, situe les enjeux de cette rencontre. La particularité de cette 5e Assemblée générale à Abidjan, c'est que, c'est la première fois que l'Assemblée générale est délocalisée. Ce que nous attendons des travaux, c'est d'abord pouvoir mettre en place un nouveau bureau dynamique qui aille au-delà de ce que le bureau sortant que j'ai présidé ait pu faire. La Côte d'Ivoire, qui aborde cette 5e Assemblée générale, aura la lourde tâche d'assurer la présidence du Conseil pour une durée de 4 ans, ce après le Burkina Faso et le Bénin. Parlons droits de l'homme. Mohamed Hayak, l'expert indépendant, a été reçu dans les locaux du Programme national de cohésion sociale, PNCS, au menu des échanges, le renforcement des capacités de la coopération technique en matière des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé et Hamza Djabi. Nous faisons beaucoup de sensibilisation, nous faisons du plaidoyer, nous faisons du renforcement des capacités. Et nous avons un grand programme qui est l'éducation à la citoyenneté aux droits de l'homme, citoyenneté, civisme et droits de l'homme, que nous déroulons sur l'ensemble du territoire. Toutes nos activités sont déroulées sur l'ensemble du territoire et même parfois un peu à l'extérieur parce qu'on est déjà allé voir la diaspora pour amener la paix dans notre pays. Koné Mariatou, la directrice coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale, donne ici la feuille de route de la structure qu'elle dirige. Son interlocuteur, Mohamed Hayat, le nouvel expert indépendant de l'ONU sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je retiens qu'il y a une vision claire pour laquelle on doit plaider. Il y a un plaidoyer à faire. Et qui a besoin certainement de moyens pour pouvoir réaliser des résultats. Et pour obtenir ces résultats, 5 urgences ont été identifiées. La première urgence, c'est la question de la réparation pour les victimes. La deuxième urgence, c'est la question du procès, mais surtout de la libération des personnes qui commis des fautes mineures. Voilà. Ou des personnes qui sont même innocentes mais qui sont emprisonnées. La troisième urgence, c'est la question du retour des exilés. La quatrième urgence,
c'est le dialogue interculturel. Et puis, bien sûr, la 5e et dernière urgence de notre point de vue, c'est faire en sorte que les prochaines élections soient sans violence, que ces élections soient sans violation de droits de l'homme. Le programme est prévu pour 4 années renouvelables et en cette année électorale, le PNCS se doit de veiller au bon déroulement des élections en Côte d'Ivoire dans un climat apaisé. Les pays de l'Union du fleuve Mano réfléchissent en ce moment sur la sécurité transfrontalière. Leur réflexion se base sur 2 rapports commandités par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, section Côte d'Ivoire, et une organisation internationale. Ben Touré et Sylvie Touré. Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Ces 4 pays ont en commun leur appartenance au fleuve Mano. En plus, ils ont tous connu des crises dues en partie à la porosité des frontières. Les postes de contrôle au niveau des frontières sont peu, alors que la zone transfrontalière est vraiment assez large. Il y a également un gap, un fossé énorme entre ce qui se passe au niveau local et au niveau national. Ce sont tous ces obstacles que les pays membres de l'Union, notamment le Libéria et la Côte d'Ivoire, tentent de lever. Ils sont en réflexion pour trouver une solution durable, mais concertée sur la question. Bien entendu, le dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Libéria ne doit pas se faire au détriment, j'allais dire, de la Guinée et de la Sierra Leone, mais eux également doivent être partie prenante de ces dialogues-là. La crise frontalière du Yenga entre la Guinée et la Sierra Leone, les attaques récentes de Grabo à l'ouest de la Côte d'Ivoire imposent vigilance et alerte comme principale arme pour venir à bout de l'insécurité à nos frontières. La paix et la sécurité restent des défis majeurs que les États membres de l'Union du fleuve Mano doivent relever si nous voulons faire de cet espace communautaire un espace de prospérité et de bien-être pour les populations. 2 rapports commandités par l'Organisation internationale Conciliation Resources et le réseau d'édification de la paix, WANEPSI, vont servir de trame de discussion. Mais également Ebola, ce tueur mystérieux, comment le contrecarrer? La question figure au menu des échanges. À Yamoussoukro, la direction régionale des eaux et forêts a initié une séance de travail, de formation et d'échange à l'endroit des agents des eaux et forêts en service dans la zone. Ces agents ont été instruits sur le nouveau code forestier ivoirien. Reportage Kader Sogodogo. La séance de formation et d'échange initiée par le directeur régional des eaux et forêts, le colonel Jérôme Aké Abrouba, dans les locaux de la préfecture de Yamoussoukro, a été l'occasion pour le procureur près le tribunal de première instance de Toumoudi, Siméon Djeli, d'expliquer aux ingénieurs et aux techniciens supérieurs des eaux et forêts que selon l'article 105 de la loi numéro 2014-427 du 14 juillet 2014 portant nouveau code forestier ivoirien, qu'ils assumeront désormais les fonctions d'officiers de police judiciaire. Pour préserver le reste du patrimoine forestier, le gouvernement, à travers le ministère des Eaux et Forêts, a fait adopter par l'Assemblée nationale un nouveau code forestier qui donne plus de pouvoir aux agents des eaux et forêts dans l'exercice de leurs fonctions. Le nouveau code vient réhabiliter les agents des eaux et forêts dans leur mission de protection du capital forestier ivoirien. Il leur confère le pouvoir et le droit de conduire des enquêtes, de dresser des procès-verbaux, de se doter de violons comme dans les brigades de gendarmerie ou les commissariats de police pour garder à vue les auteurs des infractions, a expliqué le procureur. Selon lui, ce statut leur confère aussi des devoirs dont tout manquement de leur part pourrait occasionner une déchéance. Le procureur près le tribunal de première instance de Toumoudi a appelé à une meilleure collaboration entre les eaux et forêts, la police et la gendarmerie dans l'utilisation des violons qui, selon lui, restent une propriété du procureur de la République. Le directeur régional des eaux et forêts de Yamoussoukro, le colonel Jérôme Aké Abrouba, exprimant sa satisfaction pour la qualité de la formation, a remercié l'État de Côte d'Ivoire pour les nouvelles dispositions avant de s'engager à travailler dans le respect de la loi pour mener à bien la nouvelle mission qui leur est assignée. Pour développer le secteur des TIC en Côte d'Ivoire, une nouvelle filiale néerlandaise vient de s'implanter. Cérémonie officielle en présence de Bruno Koné, ministre de la Poste et des TIC, Sidonie Davila.
La question de la sécurité numérique dans le secteur des TIC, technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire, est l'un des défis à relever pour le gouvernement ivoirien. Une filiale néerlandaise spécialisée dans le domaine des TIC, plus particulièrement la conception et la fabrication de logiciels de sécurité numérique, veut jouer un rôle prépondérant dans cette mission assignée au ministère des TIC. Nous pensons que la Côte d'Ivoire possède un potentiel de déploiement et de développement très intéressant. Nous comptons développer nos activités avec des ingénieurs ivoiriens pour transformer nos technologies que nous développons dans d'autres pays, les adapter à l'Afrique, les adapter à la Côte d'Ivoire dans un contexte ivoirien. Avec cette implantation, la Côte d'Ivoire sera un pôle d'expertise en sécurité numérique. Bruno Nabanekone, ministre de la Poste et des TIC, apprécie à juste titre l'arrivée de cette filiale en Côte d'Ivoire. Notre secteur a besoin de dynamisme, notre secteur a besoin d'interactivité entre tous les acteurs. Donc avoir sur le sol ivoirien des acteurs dans l'équipement, des acteurs dans la sécurité numérique, dans la production de logiciels, dans la formation, etc., nous ravit parce que c'est de cela que nous avons besoin. En plus de la sécurité numérique, cette firme néerlandaise opère entre autres dans le domaine de la téléphonie, du transport, des banques et des services publics. Outre la Côte d'Ivoire, elle est implantée dans plusieurs pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso. Ça, c'est aussi une autre bonne nouvelle. Cette fois, dans le domaine de la santé, Ebola sera traité peut-être bientôt. L'Organisation mondiale de la santé annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec 2 potentiels vaccins. Déjà, un traitement expérimental est déjà testé au Libéria depuis le 2 janvier. Sur les images d'AFP, le commentaire de Sylvie Touré. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. Dans l'actualité sportive, la grand-messe du football continental débute dans 72 heures en Guinée équatoriale. Le président de la Guinée équatoriale, pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations, va acheter 40 000 places afin que les défavorisés de son pays puissent assister au match et assurer le succès de la compétition. Précision que la Côte d'Ivoire joue le 20 janvier prochain. L'actualité, c'est aussi l'affaire Charlie Hebdo. L'ambassade de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire exprime sa compassion au peuple français. C'était à l'occasion d'une double cérémonie. On fait le point avec Ben Touré et Alexis Ouedraogo. Depuis 1967, il clame sur tous les toits et à toutes les tribunes son droit à l'autodétermination, mais sans succès. L'État de Palestine profite de la célébration de sa fête nationale, doublée de la journée de solidarité en faveur de son peuple, pour revenir sur la question. Mon peuple aspire à votre soutien pour mettre fin à l'occupation et à la politique de colonisation et au blocus imposé contre la ville de Gaza. La Côte d'Ivoire, amie de tous et ennemie de personne, comme le dit le représentant du ministre d'État ministre des Affaires étrangères, s'est dite solidaire de la cause palestinienne.
Preuve, elle a voté récemment l'adhésion de la Palestine à l'organisation de l'ONU en qualité de membre observateur sous l'occupation. La coopération entre ces deux pays n'est pas seulement politique, elle est aussi commerciale et économique. Un forum des hommes d'affaires de ce pays est d'ailleurs annoncé. On le sait, tous les projecteurs de l'actualité sont actuellement braqués sur ce qui touche le cœur de Paris, l'affaire Charlie Hebdo. L'ambassadeur de l'État de Palestine est compatissant. Nous exprimons la compassion du président et du gouvernement du peuple palestinien au peuple et au gouvernement français et réaffirmons notre condamnation du terrorisme. Pour mémoire, la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays à reconnaître le droit du peuple et la création d'un État palestinien approuvé par le Conseil des ministres du 27 décembre 1997. Et hier, c'est le syndicat national des agents de la presse privée qui a organisé une marche silencieuse en présence de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, les temps forts, avec Roger Appé et Alexis Ouedraogo. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Nous sommes tous Charlie. Au terme d'une semaine tragique, des milliers d'anonymes étrangers comme ivoiriens ont manifesté en signe de solidarité au peuple français. Sur initiative du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, une marche silencieuse a eu lieu ce mardi. Objectif, rendre hommage aux victimes. Le syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, SYNAPSI, par ma voix, souhaite vous présenter à vous-même, aux collègues, amis et proches de toutes les victimes, à toute la presse française, ses sincères condoléances à l'occasion de cet acte crapuleux que rien ne saurait justifier. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire ne pouvait pas se mettre en marge d'un tel processus, d'un tel mouvement. Vous savez que tout ce qui concerne la liberté de la presse nous touche. Et donc nous sommes venus crier notre indignation aux côtés de SYNAPSI. L'ambassadeur de France se dit ému du soutien des responsables du SYNAPSI. Je voudrais vous remercier personnellement vous-même, remercier le SYNAPSI, mais aussi toutes les associations de journalistes qui se sont jointes à vous ce matin pour cet hommage aux victimes. Ce sont des journalistes qui sont tombés parce qu'ils étaient en train de faire leur métier d'informer. Le syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, engagé pour la liberté d'expression et la protection des journalistes en Côte d'Ivoire, condamne les violences exercées contre les journalistes dans le monde entier. Et pour être complet sur le sujet, le numéro des survivants, sitôt paru, sitôt vendu, le nouveau numéro de Charlie Hebdo s'arrache en France comme de petits pains. Le tirage a été porté de 3 à 5 millions d'exemplaires pour faire face à la demande. Au même moment, Al-Qaïda au Yémen a revendiqué ce matin l'attentat qui a décimé il y a une semaine la rédaction du journal satirique français dans une vidéo mise en ligne ce matin donc. Au Mozambique, samedi, la consommation d'une bière traditionnelle empoisonnée tue 69 personnes. Parmi les victimes figure la femme qui a brassé cette bière traditionnelle et plusieurs membres de sa famille, ce qui rend encore plus difficile la recherche de l'origine de l'empoisonnement. Le gouvernement mozambicain a décrété 3 jours de deuil national. Retenez que le nouveau pont de Boisflé est prêt à la circulation. Ce nouveau pont sera donc inauguré demain. Rendez-vous donc demain à la même heure. Merci de votre fidélité.